Bonsoir à tous. Ce soir dans Investigation, je vous emmène dans un tour du monde des villes les plus violentes du globe. De Kaboul à Johannesburg, en passant par Bagdad, Sao Paulo, Lagos, Marseille ou encore Bangkok. Guerre des gangs, meurtres, enlèvements et trafic en tout genre. Plongés dans un univers impitoyable où règne la misère et une violence extrême. Attention, vous risquez d'en avoir le souffle coupé. Malheureusement, moins par les paysages des villes que vous allez découvrir ce soir que par l'ambiance inquiétante qui y règne. Pire qu'un Far West, c'est un véritable scénario de film d'action que peuvent nous dévoiler les plus grandes villes de la planète. Elles sont gigantesques, tentaculaires, des mégalopoles surpeuplées, certaines attirent, d'autres moins. Ce qu'elles ont en commun, la violence. Sur les 4 continents, vous allez découvrir des populations qui luttent au quotidien pour leur survie et qui se débattent seules contre les gangs, la drogue et la pauvreté. Face à ces réalités, les femmes et les enfants sont les plus démunis. Ville violente, un documentaire de Grégoire Degnaud, Bertrand Coq et Stéphane Dubin. Chihuahua a gagné un prix cette année, celui de la ville la plus violente du Mexique. 1 million d'habitants, pas un immeuble ou presque, des rues droites, des quartiers taillés au carré. Une ville à quelques kilomètres de la frontière américaine, en plein désert, écrasée par le soleil et la violence. Dans le quartier de Jardín del Oriente, un quartier pauvre, loin du centre-ville, c'est presque un week-end ordinaire. La police vient compter les morts. C'est toujours la même histoire. La police arrive toujours quand tout est terminé. Quand tout est terminé. Une demi-heure, 1 heure, ils arrivent. On les appelle et ils ne viennent pas. Ils arrivent quand ils veulent. L'autre jour, à côté, des gars ont tué un jeune. Il faisait de la mécanique devant sa maison. Une voiture est arrivée, ils lui ont tiré dessus. Et personne ne sait pourquoi. Comme toujours, la police a mis 1 heure à arriver. Autour de la maison, la famille d'une des victimes est en pleurs. Elle s'appelait Paola, elle n'avait que 16 ans. Elle vivait ici avec sa mère et son frère et avait certainement de mauvaises fréquentations. 4 morts, 4 jeunes exécutés à l'arme de guerre. Les tueurs n'ont pas hésité. À Chihuahua, pour quelques dollars, on peut trouver des assassins sans scrupules. Ici, on tire pour tuer. Pour le chef de la police scientifique de Chihuahua, ces images sont malheureusement ordinaires. En entrant dans la maison, on observe dans la première pièce sur le sol le corps d'une personne de sexe féminin en position ventrale. Cette personne présente des blessures par arme à feu et aussi sur la face. Vous voyez là son visage. On observe aussi une autre personne contre la porte dans l'entrée. Sur la porte, on voit plusieurs orifices provoqués par des armes à feu. Et sur le sol, un homme de 24 ans en position dorsale. Il a reçu plusieurs impacts de balles, spécialement dans le dos. Ici, on voit son visage. Selon nos dernières informations, cet homme est un ancien militaire. Por informes de ahí del personal de la policía, esta persona era un ex militar.
On a aussi localisé un autre corps de sexe masculin en position latérale droite. Avec ce qu'on a vu sur place, oui, on peut dire que c'est une exécution, un règlement de compte. Ce groupe-là, ce sont tous des tueurs de flics. Et ils viennent juste d'être arrêtés. Nous avons démantelé une cellule appartenant au groupe de délinquants appelé La Ligne, qui était en train de suivre des éléments de la police afin de les exécuter. De droite à gauche, en premier, José Antonio Aquiler Mora, originaire de Chihuahua, alias El Fer, appartenant au groupe de La Ligne. Ses fonctions, chef de groupe. Il a travaillé comme officier de police au service des homicides de 2004 à 2008. Il était accompagné par Lino Soto Morales, deuxième dans l'ordre, alias El Chiroc. Il a reçu des instructions de celui qu'on appelle le cousin pour suivre et surveiller des unités de la police de l'État, avec l'objectif de découvrir le domicile de ceux-ci afin de pouvoir les exécuter. Les ordres venaient de Javier Riamasorta, dit Harry Potter, actuellement en fuite, qui était officier de police jusqu'au mois de mai de cette année. Gerardo Alvarez Morales, connu sous le nom de la Petite Chienne, dit avoir participé à l'opération dans le bar Le Mogabi, où 7 personnes ont été tuées. Le plus jeune a à peine 18 ans et comme tous ses compagnons, il va finir sa vie en prison. Et la voici, la prison de Chihuahua. Ultra moderne, ultra sécurisée. Les fouilles y sont permanentes. En un an, les gardiens ont récupéré 181 revolvers, 73 fusils mitrailleurs et 11 350 couteaux. Depuis qu'elle a ouvert il y a 2 ans, plus un prisonnier n'a réussi à s'échapper. Avant, ils étaient près de 500 à se faire la belle chaque année. Tout détenu franchissant cette ligne jaune est immédiatement abattu. Les prisonniers sont en uniforme. Dès qu'un gardien approche, ils doivent se plaquer contre un mur, main dans le dos et ne plus bouger. Pour la première fois, une caméra va pénétrer dans ce quartier de haute sécurité. Nous avons rendez-vous avec un membre de la bande qui a enlevé le directeur de la chambre de commerce. Et il croit encore pouvoir s'en tirer. Et celui qui est à gauche, qui a fait bonne personne, c'est Ce qui s'est passé, un de mes beaux-frères était celui qui a monté le coup. Et au moment de la prise d'otage, ils m'ont demandé de participer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, en attendant le jugement. C'était un coup pour gagner facilement de l'argent, non? Oui, bien sûr, on le fait pour gagner de l'argent. Pourquoi d'autre? Et c'est pour ça qu'ici, à Chihuahua, les enlèvements sont en vogue. Les enlèvements, ce n'était pas le rayon de José Enrique, alias El Wicked, le méchant, le féroce. Je suis le chef d'une bande du crime organisé. Le chef des Aztèques. Je ne peux pas vous donner trop de détails pour ma sécurité personnelle. Mais un gang, ça veut tout dire. C'est un groupe organisé. Personnellement, mon groupe n'a jamais fait d'extorsion ni d'enlèvement. Nous, c'était le trafic de drogue. C'est ça qui nous rapportait de l'argent. C'était l'économie de l'organisation. Les Aztèques, c'est le bras armé du cartel de Juarez. José Enrique, à la tête de dizaines d'hommes, était en charge des basses besognes. Lui-même a tué plus de 10 fois, dont des journalistes.
J'ai plus de 40 affaires en cours. Et j'ai déjà écopé d'une peine de prison à vie pour avoir tué plus de 10 personnes. Et je suis toujours sur d'autres procès. Je suis en prison pour toute ma vie. Si vous me demandez si cela valait la peine, je vous dis que non. C'est juste pour l'argent vite gagné. Impossible de sortir de cette prison. Mais ici, derrière les barreaux, l'ancien tueur ne se sent pas franchement en sécurité. Je suis conscient qu'il y a d'autres bandes ici et qu'il peut m'arriver n'importe quoi. C'est pareil pour tout le monde. Pour limiter les risques, il vit seul dans sa cellule. On passe 23 heures par jour dans notre cellule. On peut faire de l'exercice dehors, 1 heure, c'est tout. On lit, on dessine, c'est tout. Il faut apprendre à faire passer le temps. Les détenus n'ont pas de télévision, pas de radio, ni de journaux. Le lit est en béton, sans matelas. Toute la cellule est surveillée par une caméra 24 heures sur 24. C'est pas trop dur d'être seul comme ça tout le temps? Oui, c'est très dur. Je pense qu'on stresse beaucoup. Être enfermé ici, il ne se passe pas un jour derrière les barreaux sans que l'on soit soumis au stress toute la journée. Ça fait beaucoup de stress. Il faut apprendre à le gérer. C'est difficile. Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil, 20 millions d'habitants, 43 millions avec la banlieue. Ici, les gangs contrôlent même les prisons. La police doit en permanence y faire des descentes. On a pensé à faire comme ça. Chaque bloc, très vite, on place 2 ou 3 agents. On place tous les détenus au centre pour qu'ils n'aient pas le temps de Ils s'échapper. sont enfermés? Non, ils circulent. Ceux qui sont dans le couloir vont dans la cour, et là on entre. Toi et Adriano, vous dites à ceux qui sont dans les couloirs de rejoindre la cour. Trop tard, ils nous ont vus. Vous sortez! Allez, allez les voleurs! Allez, allez! Allez, allez, allez! Sors, sors, sors! Baisse la tête! Allez, on baisse la tête! Allez, allez, allez! Sors de là, bordel, on baisse la tête! Allez, allez, vite! On se baisse, bordel! On se dépêche de sortir! Les policiers vont tout fouiller. La prison de San Bernardo do Campo, dans l'état de São Paulo, est surpeuplée, insalubre. De nombreux dirigeants du PCC, la principale organisation criminelle du Brésil, continuent depuis leur cellule à diriger leur trafic à l'extérieur. Les voleurs vont se tenir à carreau et il n'y aura pas d'embrouille. À la première plaisanterie, au premier cri, au premier « ou », vous allez morfler. C'est bon, c'est compris? Alors tout va bien se passer. Vous n'avez pas regardé dans ce trou? Dans le deuxième, on a chopé des trucs à l'intérieur de la télé, dans 3 télés. Ils ont ouvert et il y en a un là-bas. Ça communique avec l'autre cellule. Les policiers sont à la recherche de téléphones portables.
Alors tous les prisonniers sont tenus de se déshabiller pour être intégralement fouillés. On arrête de tousser. Si vous faites les marioles, vous aurez droit aux balles en caoutchouc. Il y a quelque chose qui vibre. C'est ici. Il y en a un ici, regardez, un portable. Ça a vibré, il y a un portable ici. Continuez, ça vibre. Faites pas de bruit. Il y a... Il est là. Mets-toi là-bas, attrape le machin, vite. Le portable, bordel. Pas ici. Il n'y a pas de portable. Si, il y en a un. J'ai fait que mettre les habits dedans. Touche pas. Sors-le d'ici. Casse-toi. Laisse-nous chercher, ça vaut mieux. On a trouvé. Ouais, on a trouvé. T'étais pas au courant, voleur? Regarde s'il y a un appel manqué. Oui? L'une des plaies de la ville, ce sont les vols commis par les toxicomanes. São Paulo en compte des dizaines de milliers. Ici, la drogue la moins chère et la plus dangereuse, c'est le crack. Moins d'1 euro la dose. En plein jour, en plein centre-ville, voici Cracolandia, la ville du crack, un petit quartier, quelques rues dédiées à cette drogue. Le pasteur Paulo Edouard a son église juste à côté. Il est l'un des seuls à s'occuper des drogués. Nous sommes un pays riche, mais la corruption ici est partout. La manière dont se diffuse la richesse n'est pas bonne. Une toute petite partie de la population est extrêmement riche, mais la majorité de la population est pauvre. Et c'est le véritable problème au Brésil. Le gouvernement, les riches, tout le monde ferme les yeux sur cette réalité. On va à Crackland. Vous allez voir, cette rue est bondée de drogués au crack. Il y a aussi des dealers parmi eux. En 6 ans, plus de 3000 personnes ont été sauvées de Crackland. La plupart d'entre eux sont loin de toute famille. Nous les avons remis en contact avec leurs familles. Beaucoup d'entre eux avaient des problèmes de santé. On leur a fourni des médecins qui les ont soignés. Au cœur de Cracolandia, le pasteur a créé Cristolandia. Ça va les jeunes? Ça vous dit d'aller casser la croûte? Un lieu où les toxicomanes peuvent aller trouver un peu de répit. Tous les jours, à 8 heures, quand les portes s'ouvrent, ils sont une bonne centaine à profiter de cet endroit. Et le pasteur a un mot pour chacun. Alors tu vas prendre une bonne douche? Tu vas te mettre des vêtements propres? Et toi, comment tu t'appelles? Michel. Ça va Michel? Tu dors là-bas toi aussi? Alors, c'est le moment de quitter cette vie? Quitter la rue et rejoindre Jésus? Amen? Amen. Mais avant la douche et le repas, musique et prière pour tout le monde. Sendo humilhado, estando à margem da sociedade, vivendo a vida de pecado cheia de maldade, onde a droga era a razão do seu viver, onde o crack o motivo que dava o prazer, que para obter valer qualquer situação, roubar, matar até o ponto da prostituição. Soyez en paix. Vous savez qu'on est là pour vous aider. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que Cristolandia est en pleine Cracolandia. Pour que la lumière du Christ brille au milieu des ténèbres. À cet instant, je ne veux plus des ténèbres. Je ne veux plus la méchanceté.
Je ne veux plus des drogues. Je ne veux plus de crack. Je veux Jésus dans ma vie. Le prêche terminé, c'est l'heure du repas. Lodemir s'occupe de tout. Il fait partie des miraculés de Cracolandia. Ma vie n'a pas été différente de la vie de ces gens que vous voyez là. J'ai passé 22 ans dans le monde des drogues, 16 ans dans le crack. Et j'en suis arrivé là. Je vivais dans les rues de Sao Paulo. Après être passé par 21 centres de désintox, je me suis dit, je vais tenter le coup encore une fois. Et si ça ne marche pas, je renonce à la vie et je me laisse mourir dans les drogues. Nous ouvrons les portes et nous accueillons tous nos frères. Le gars arrive de la rue encore sous l'effet de la drogue, alors il peut être agressif. C'est pour ça qu'on les traite d'égal à égal. Mes drogues, c'était la poudre et la boisson. J'ai tout perdu. Mes papiers, ma famille. Ma mère ne veut plus me voir et mon père c'est pareil. J'ai 3 enfants. J'ai une fille qui est aveugle à cause du crack. Elle est née déficiente visuelle à cause de cette merde. Et même avec ça, j'arrive pas à arrêter de fumer cette saloperie. Rien qu'en prison, je suis resté pendant 10 ans. Alors tu peux t'imaginer ce que j'ai pu me faire, ou ce que j'ai pu faire aux autres. À Cracolandia, la violence est quotidienne. Beaucoup de gens ici ont des problèmes de drogue. Certains disparaissent. D'autres sont tués parce qu'ils trafiquent et disparaissent eux aussi. Et parce que la majorité d'entre eux est pauvre et que les policiers n'en ont rien à faire, ils préfèrent se soucier des familles privilégiées. À Lagos, la mégapole nigériane, ce sont aussi les églises évangéliques qui tiennent le haut du pavé. Il y en a plusieurs centaines de milliers et toutes sont en concurrence. Bonjour. 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 Tokumbo Odunsi a un passé chargé, mais ici personne n'est au courant. Le pasteur Ken dirige cette petite communauté. Changer la société, supprimer la drogue dans les rues, changer la situation des sans-emploi dans le pays est de la responsabilité des leaders. Si des gens honnêtes arrivent au pouvoir, si le gouvernement commence à être à l'écoute et responsable en supprimant la corruption, vous verrez que les choses commenceront à aller mieux dans notre société. Et quand le gouvernement montre au peuple qu'il dirige le pays en prenant ses responsabilités, les gens vont comprendre ce que fait le gouvernement. Ils vont s'intéresser à ce que fait le gouvernement. Et ce que nous faisons en ce moment dans les églises, c'est d'apprendre aux gens que peu importe si le gouvernement est bon ou non, il faut que nous soyons bons pour nous-mêmes, pas pour le gouvernement. La concurrence fait rage entre les églises. Pour récupérer des fidèles et de l'argent, il faut un bon pasteur, de la musique et des miracles. Merci de changer nos vies, merci de nous donner des guides. Merci à la Bible, merci d'avoir une nouvelle chance dans notre vie. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci le roi des rois. Amen. Il est temps d'exprimer ce que vous avez en vous, de laisser sortir ce que vous portez. Laissez sortir ce que vous avez en vous. Exprimez ce que vous avez de bon en vous. Laissez sortir votre talent. Laissez sortir votre bonne attitude. Laissez sortir vos capacités. Ce sont les prêches du pasteur qui m'ont fait renaître. Maintenant, j'ai changé. Je mène une vie respectable avec ma femme et ma famille. Je ne suis plus recherché, arrêté. Plus de violence parce que Dieu vit en moi.
70% des habitants de Lagos sont évangélistes. Les pasteurs en sont persuadés, ils arriveront à stopper la violence grâce à leurs églises. En remettant les parents dans le droit chemin, ils espèrent ainsi sauver les générations futures. Tokumbo sait qu'il doit rester discret pour ne pas retourner en prison. Faire comme si il avait une vie ordinaire. Mais il faut bien vivre. Difficile d'abandonner un bon business. En réalité, le nouveau paroissien est toujours dealer. Voici son bureau. Et voici ses clients. Salut mon ami, quoi de neuf? Ça va ma famille, bien, bien. Eh mon frère, la maison, ça va? Je suis en pleine forme. Eh, on est comme des jumeaux. Je te fais confiance. Allez, assieds-toi et apporte-nous à boire. C'est ici que je vis maintenant. Je suis dans la place. Il est avec nous. Il est avec nous. Ouais. C'est bon, on est en famille. Tu veux de l'herbe? Tokumbo commence la distribution. Allez, tiens, vas-y, prends de la coke. J'en ai encore un peu d'avant. Donne de la poudre à la jumelle. Tiens, la jumelle. Je veux la bonne poudre. Prends-en. Je veux la bonne... Toute la poudre. Je veux toute la poudre. Je veux la bonne poudre. Si elle n'est pas bonne, je la change. Lagos est devenue la capitale africaine de la drogue. On trouve de tout. Et les clients sont exigeants. Toute la poudre. Je veux toute la poudre. Si elle n'est pas bonne, je te la change. Toute la poudre. Ce sont vos amis? Oui, ce sont mes amis. Ouais, c'est mes potes. Ouais. C'est mes potes, je veux la bonne poudre. Ça, c'est de la cocaïne, de la bonne. Vous êtes mes clients, mes amis. Et c'est vous le patron ici? Ouais, c'était ma maison ici, c'est mon boulot. Ce sont mes gars. C'est ici que vous vendez? Juste fumer au vent. Je veux la bonne poudre, toute la poudre. La cocaïne est très chère maintenant. Par exemple, pour 100 grammes, c'est 250 €. Ouais, c'est très cher. Cher pour le Nigeria, mais 20 fois moins cher qu'en France. Tout à coup, l'ambiance se gâte. C'est quoi ce bordel? On va lui prendre sa caméra. Non, c'est moi le boss ici. Tu parles pas, hein? Mais ça va. Tu parles pas comme ça, toi. Assieds-toi. Ok, pas de problème. Tu connais les consignes. Quand tu viens, tu dois d'abord appeler là-haut. Ouais, c'est bien, allez, donne-lui quelque chose à boire. Père, c'est toi qui sais, je fais mon boulot. Comme ça, c'est normal. Donne-moi une grande bière. Allez, prends-en. Ouais, merci mon pote. Comme toujours, Tokumbo a réglé le problème en douceur, avec un gros bras d'un gang du quartier. C'est notre chef, c'est le vendeur de poudre, c'est le boss. Oui. Vous êtes le chef? Oui. Ouais. Mon frère. Mon Dieu, l'homme qui a de l'argent, c'est l'homme qui prend soin des autres. Il est très puissant. Allez, on y va les gars. Le marché de la drogue, cocaïne, hashish, méthamphétamine, rapporte plus d'1 milliard d'euros par an à Lagos. Le jour se lève sur Kaboul. Des gamins jouent au foot. Autour du stade, pas de spectateurs, mais des centaines de drogués étalés sur les marches. C'est leur unique refuge. Ils sont tous addicts à l'héroïne, la malédiction afghane. Rien qu'à Kaboul, ils sont plusieurs dizaines de milliers livrés à eux-mêmes.
Ça fait environ 10 ans que je suis là. Personne ne m'a aidé. Ça fait 10 ans. Parfois, les gens racontent qu'on reçoit des aides. Mais moi, je n'ai vu personne m'apportant une aide. En revanche, ce qui est vrai, c'est que chaque policier qui nous contrôle nous prend quelque chose. Je n'ai connu que des problèmes. Jamais d'aide. Comment se comportent les gens avec vous? Les gens aiment voir des chiens dans la rue, mais pas nous. Ils nous jettent des cailloux. Quand ils passent devant nous, ils nous insultent en disant drogués. Les gens nous insultent en permanence. Voilà le comportement des Afghans. Votre vie est difficile? Oui, je souffre d'abord du froid la nuit. On dort dehors, et puis au-delà de cette souffrance physique, je suis prêt à me suicider. J'ai une famille, mais elle n'est pas au courant. Si ma famille l'apprend, ça va être trop dur. Je ne peux pas rentrer chez moi. Quand je cherche un endroit, quand je vais à l'hôpital, on nous demande un garant. Je n'ai pas cette possibilité. Vous avez des problèmes avec la police alors? Hier, j'étais assis en train de manger quand les policiers sont venus me frapper. Je le comprendrais si j'avais commis une faute, un crime. Mais pourquoi ils me frappent? Selon quelle loi? S'il y avait une justice, ils n'auraient pas pu me frapper. Comment vous trouvez l'argent pour acheter votre drogue? On ramasse les boîtes vides, on ramasse du plastique, du bois. On fait avec le peu qu'on gagne, on ne mange pas, on préfère se droguer. Depuis que les Américains et leurs alliés sont en Afghanistan, la culture du pavot a plus que doublé, atteignant 300 000 hectares cultivés. Son trafic profite à tout le monde. Tous les ans, 150 milliards de doses d'héroïne sont produites ici et 80% partent à l'étranger. C'est dans cette rue de Kaboul, au milieu de la circulation et des enfants, que le plus gros du trafic local se fait. En plein jour, même les épiceries vendent de la drogue. Aucun policier n'est là pour empêcher ce commerce. Vas-y, je te donne 15, 20 euros. Notre caméra n'est pas la bienvenue. C'est donc en caméra cachée que nous entrons dans ce qui est surnommé ici la cour des miracles. Des milliers de drogués prostrés attendent leur dose. Les dealers s'agitent. Ici, le gramme d'héroïne pure vaut moins de 3 euros, 15 fois moins cher qu'en France. Balance-moi 10 centimes. Tout le monde participe au trafic. Ces enfants assis ne jouent pas. Comme les adultes, ils vendent de l'héroïne et en consomment. Kaboul vit aussi dans la peur de l'attentat. Il ne se passe pas une semaine sans que les talibans n'infiltrent la capitale, comme ici, à proximité de l'aéroport. Pour l'instant, ils sont tenus en échec, mais chaque fois, il y a des morts. Cet homme vient de perdre son fils âgé d'à peine 10 ans. Cette année, plus de 1000 civils ont été tués. Les talibans visaient une caserne américaine du centre-ville et rien n'a pu les arrêter. Voici ce qui reste du véhicule du kamikaze. La charge, énorme, a intégralement détruit un convoi américain. La route était bloquée. Je me suis assoupi et j'ai entendu un bruit énorme. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, il n'y avait personne dans la voiture, ni chauffeur, ni passager. Il y avait 3 corps d'occidentaux devant la voiture. Une femme était blessée au cou, elle saignait. Elle venait de Herat. Un homme est descendu d'une voiture pour l'emmener à l'hôpital. Et puis,
3 Occidentaux ont perdu la vie. On n'a pas vu si des Afghans ont été tués. Combien de corps avez-vous vu? Des étrangers? 3. Il y a beaucoup d'attentats en ce moment? Ces derniers temps, cela avait diminué, mais aujourd'hui, il y a eu un attentat. En fait, cela faisait 20 jours qu'on était tranquille. La sécurité est toujours pas rétablie. C'est simple, les politiques ne pensent qu'au pouvoir, qu'à leur confort particulier. Et les pauvres, eux, comme d'habitude, ils sont dans la misère. Partez par là. Allez, part d'ici. Faites quoi là? Éloignez-le. Attends. Repoussez-les. Par là-bas, par là-bas. Les soldats afghans ont bien du mal à se faire respecter. Personne ne les prend vraiment au sérieux. Alors les Américains reprennent la main. Aucune information ne doit filtrer. Je ne peux rien vous dire pour l'instant. Ici à Kaboul, aujourd'hui vers 8h10, sur un boulevard très fréquenté, des soldats de l'OTAN ont été tués. Le bilan est lourd, 3 morts et 17 blessés. Rapidement, tout est nettoyé. Il ne faut surtout pas montrer au reste du monde qu'ici, la guerre continue. L'Irak, 9500 morts en 2013. Chaque jour, les kamikazes et les voitures piégées. Les terroristes sunnites veulent renverser le pouvoir chiite. C'est la première fois que cette vidéo est diffusée. Gros plan sur ces 2 hommes. Ils arrivent tranquillement à pied. Ils s'approchent d'un poste de police, le contournent et abattent froidement un policier. Ce minibus blanc les évacue. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent. Les policiers se précipitent, armes à la main, à la recherche des terroristes. Et soudain, un colis piégé. 2 attentats au même endroit, la signature d'Al-Qaïda. Nous quittons les zones sunnites d'Al-Qaïda pour le fief chiite de Sadr City. Les chiites représentent 60% de la population. Sur ce marché, en septembre dernier, un attentat a fait 150 morts et 200 blessés. Parmi eux, Ali. Il a perdu 7 de ses amis. Quand je me suis approché de la tente, la première bombe a explosé. L'explosion a tout détruit. Avec d'autres personnes, j'ai couru vers la tente pour évacuer les blessés. Et c'est à ce moment-là que la 2e bombe a explosé. Un passant filme la 2e explosion. J'étais blessé. J'avais beaucoup de blessures sur ma main, mes doigts, ma jambe, mon dos et mon ventre. J'ai perdu connaissance, on m'a transporté à l'hôpital et j'ai vu qu'il était rempli de blessés. Le but des terroristes, c'est que les chiites ne pratiquent pas leurs rituels religieux. Le terroriste a été arrêté juste après l'attentat. Nous nous sommes procuré les images de son interrogatoire par la police. Raconte-moi comment vous avez préparé l'attentat. Donne-moi des détails. Ça s'est passé entre 15h et 15h30. Majed et moi, on est arrivés sur le lieu de l'attentat. J'avais la bombe dans un sac. Je me suis approché de la tente et j'ai posé le sac à côté du générateur. Puis, je me suis éloigné de la tente et Majed est rentré chez lui. Tu avais quoi sur toi? J'avais une télécommande noire avec 2 boutons. Elle était dans ma poche. Ils t'ont payé combien pour cette opération? Entre 400 et 500 euros. Est-ce que tu as fait d'autres attentats? Oui, j'en ai fait beaucoup. Pour éliminer les kamikazes sunnites et protéger les chiites, les combattants de l'armée du Mahdi sont prêts à mourir. Ils acceptent de nous recevoir. Les kalachnikovs sont sous le matelas dans la chambre des enfants. Ils sont 30 000 et ils se battent aussi aux côtés de Bachar al-Assad en Syrie contre Al-Qaïda. Leur maître est Moqtada Sadr. Leurs visages resteront cachés et leurs armes chargées.
Il se méfie toujours des inconnus soupçonnés de faire du renseignement pour les sunnites. Quand la situation exige l'utilisation de nos armes, on les utilise. Par exemple, quand on arrête un terroriste et qu'il nous tire dessus. Il arrive aussi qu'on remette les suspects aux forces de l'ordre. Et quand un terroriste résiste à l'arrestation? Si un terroriste résiste à l'arrestation, on utilise nos armes, on lui tire dessus. C'est légal. Il est terroriste, il ne mérite pas de vivre parmi nous. En plus, les policiers ne sont pas efficaces. Ils sont corrompus. Par exemple, le terroriste qui a fait le dernier attentat chez nous, à Sadr City, il a dit qu'il avait facilement traversé les barrages de police avec sa voiture piégée après avoir donné de l'argent aux policiers. Sous leur contrôle, nous sommes escortés jusqu'à la sortie de Sadr City. Le lendemain, nous retrouvons Hammer qui prépare l'Ashura, la grande fête chiite. Je fais le service pour les pèlerins qui fêtent l'imam Hussein. Je distribue des gâteaux et du thé. Tout est gratuit et ça va durer 30 jours, jusqu'au pèlerinage sur le tombeau d'Hussein. Un hommage à l'imam Hussein, tué en 680 par les sunnites. Pour l'Ashura, les chiites doivent saigner. Ils se repentent de ne pas avoir suffisamment protégé Hussein. Cette guerre entre sunnites et chiites a commencé à la mort du prophète en 632. Pour les sunnites, son fidèle compagnon doit lui succéder. Pour les chiites, seul son gendre peut y prétendre. 1300 ans plus tard, la guerre de succession continue. Je n'ai pas peur de mourir. Ma vie est un sacrifice pour Hussein. Nous sommes là pour nous sacrifier pour lui. C'est une marque de respect envers l'imam Hussein. Johannesburg, l'une des villes les plus violentes au monde. Dans les townships, les bidonvilles qui s'étendent sur des kilomètres, on dénombre 20 meurtres par jour. Le township le plus dangereux de Johannesburg, c'est Diepslot, 16 meurtres par mois. Sur ces images que nous nous sommes procurées, voici ce qui arrive 2 fois par jour à Diepslot. Un lynchage. L'homme en rose est accusé de vol. Il est lynché par la foule, ivre de vengeance, car terrifié par les gangs. La maison du voleur présumé est brûlée. La police arrive enfin, mais comme souvent trop tard, l'homme est mort. Autre scène de justice immédiate dans les rues de Diepslot. Violence et humiliation. Les justiciers obligent le voleur présumé à chanter. Le voleur présumé réussit à s'enfuir. Provisoirement. Cet homme en gris intervient pour le sauver.
Cette fois, la police arrive à temps. C'est son jour de chance. Il échappe de peu à une mort certaine. Dipsot compte aussi des miliciens qui se chargent de faire régner l'ordre. Christopher est l'un de leurs chefs. On chasse les criminels qui violent nos filles, ceux qui cambriolent nos maisons. Vous savez, la vie est dure. Il n'y a pas de travail dans ce pays. Et ces types entrent chez moi pour me voler. Ils prennent toute la nourriture. On ne les laisse plus faire. On fait la justice nous-mêmes car c'est inutile d'appeler la police. Ils ne viennent que si on les paie. Donc, on est obligé d'utiliser ça. Ils violent même nos enfants de 6 mois, donc on n'a plus le choix. On fait comme les musulmans, on applique la charia, on n'a pas le choix. On tue chaque week-end. Chaque week-end. Ils nous montrent leur spécialité, le supplice du collier. Un pneu autour du cou, les mains attachées, on arrose d'essence. Il ne manque que l'allumette. La justice non plus, on ne lui fait pas confiance. Un de nos amis a été assassiné, le meurtrier dit qu'il est innocent. Ici, tu tues quelqu'un, tu ne restes même pas 2 mois en prison. Et le lendemain, tu reviens. Prendre la vie d'un autre, ça ne coûte que 2 mois. C'est quoi ce bordel? Donc on a raison d'utiliser ça. La hache de Christopher, quelques jours plus tôt, Terence l'a vu de très près. Il est encore prostré, traumatisé. Pour se payer sa drogue, Terence a volé dans un magasin. Les miliciens l'ont poursuivi. Là, c'est un coup de couteau. Ici, c'est un coup de planche. Je n'ai vu personne arriver. Je regardais de l'autre côté et il m'a frappé. Ça a fait bang une fois. Puis encore 2 fois, bang, bang. Juste là. Et je suis tombé. Quand j'étais par terre, ils m'ont encore frappé sur la jambe. 4 fois. J'ai commencé à saigner. La blessure était profonde. On m'a soigné à l'hôpital. Je ne pouvais plus marcher. J'y suis resté 5 ou 6 jours et ça allait à peu près. C'est la 3e fois que Terence survit à la justice immédiate. Ils voulaient vraiment me tuer. Heureusement, 2 personnes, un homme et une femme, m'ont sauvé la vie. Ils les ont repoussés en disant que je n'étais pas entré dans une maison pour voler. J'avais juste volé dans un magasin. Pourquoi voulez-vous le tuer? Laissez-le tranquille. Et ils m'ont laissé. Les 2 personnes ont appelé une ambulance et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'hôpital. Ils tuent des gens, ils les tuent en 2 minutes. Tu es mort et ils ne te laissent aucune chance. Ils ont tué mon ami, il était en train de danser, mais il avait toujours des armes sur lui. La nuit, il volait et braquait. Ils l'ont tué, ils ont mis le feu à sa cabane et il est mort brûlé vif. Port-au-Prince, Haïti. Accrochés au versant des collines, les baraques des quartiers de Canapé-Vert et de Bourdon. À Port-au-Prince, c'est dans le bas de la ville que la criminalité est la plus forte. 700 meurtres en 2013. Tout près de la mer, voici le plus grand bidonville, Cité Soleil. Le nom fait rêver, mais les 700 000 personnes qui s'y entassent vivent une autre réalité, la guerre des gangs. Aujourd'hui, des tirs viennent de retentir à quelques mètres du commissariat de Cité Soleil. Voici l'hôpital Drouillard, géré par l'ONG Médecins sans frontières. On y accède en tap-tap, faisant office d'ambulance. À croire que c'est un havre de paix. Et pourtant la violence est présente au quotidien à l'hôpital. Il suffit de pousser la porte des soins intensifs pour s'en rendre compte. Le docteur Pierre Wagner y travaille depuis 9 ans.
Ces patients ont souvent le même profil. Comment est l'activité ce matin? Généralement, les cas qui rentrent ici, ce sont des cas qui sont venus du bloc opératoire suite à une intervention chirurgicale. Ces patients souffrent des traumatologies de type d'agression physique, des blessures par balle. Tous sont jeunes, comme cet homme arrivé il y a 3 jours. Son pronostic vital est engagé. Le traumatisme hépatique est très important, donc la cytolyse depuis 500-600, mais il n'est pas sorti de Ok. Lui non plus ne sait pas s'il s'en sortira. Il s'accroche à la vie depuis 6 mois à Drouillard. Il a reçu plusieurs balles et il a eu multiples lésions au niveau de l'abdomen. Hier, il a subi une intervention chirurgicale majeure encore. C'est sa 7e intervention. Qu'à présent, aujourd'hui, l'évolution est satisfaisante. Si cela se confirme, alors il sera un miraculé. Ça va? Au même moment, au bloc opératoire, l'équipe chirurgicale prend en charge une femme gravement brûlée. Avec les blessures par balle, le traitement des brûlures est l'activité principale pour les chirurgiens d'MSF. Cette femme va subir une greffe de peau. Drouillard est le seul hôpital à pouvoir réaliser de telles interventions en Haïti. Bien sûr, la situation précaire amène beaucoup de brûlés qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas ces situations de logement aussi précaires, des gens qui vivent rassemblés dans des camps avec des tentes les unes près des autres, voilà, depuis 4 ans. Voilà. J'ai eu personnellement le cas d'une fillette de 6 ans qui est arrivée brûlée à 94% et qui est décédée bien sûr dans les heures qui ont suivi. Et sa maman nous expliquait qu'elle habitait dans une tente, comme ça, avec sa fille, qui était la seule survivante avec elle du tremblement de terre. Il avait perdu d'autres enfants dans le tremblement de terre, et là, c'était son dernier enfant. Cette fois, le cas n'est pas aussi désespéré. L'opération n'a duré que 20 minutes. Retour aux urgences avec le docteur Wagner. Pour l'heure, nul besoin de faire appel au bloc. Il faut juste extraire une balle dans la jambe. La routine. Quand on est médecin, extraire une balle, ça doit être facile. Comme c'est une habitude ici, normalement chaque jour, ou bien par semaine, on extrait plusieurs balles. C'est normal. Ouais. La balle d'un petit calibre n'a pas causé trop de dommages à ce jeune homme. Il en est quitte pour une grosse frayeur. Pour pouvoir... Voilà, c'est ça. Pendant ce temps, je sortais de l'église vers 19h. J'allais reprendre ma moto. Et puis une moto s'est approchée avec 2 hommes. L'un des 2 est descendu et il m'a dit « Donne-moi ta moto ». J'ai dit non. Je me suis défendu. Et il a tiré. Des histoires comme celle-là, le docteur Wagner en entend tous les jours. Il est 2 h du matin. Il n'y a plus grand monde dans les rues. La police investit Cité Soleil. L'opération doit commencer à l'aube. Nous allons rejoindre un poste sécurisé sous escorte policière. Le point de départ de l'intervention est une base commune à la police haïtienne et au casque bleu de l'ONU. 130 hommes vont y participer. C'est une opération de ratissage dans 2 zones de Cité Soleil, à savoir Belekou et Brooklyn. Le briefing se fait en français mais aussi en anglais et en portugais, la majorité des casques bleus étant brésiliens. Des checkpoints devront boucler les accès de Cité Soleil pendant que d'autres unités ratisseront ces 2 quartiers
avec prudence. Hier, dans le secteur, il y a eu affrontement entre les gangs. Nous demandons à chacun et à tous d'être vigilants et de considérer que nous sommes dans une zone rouge. C'est le commandant Pierre-Louis qui dirige les opérations. Ce matin même, on voudrait appréhender les chefs de gang. On a pas mal de noms. On part à la recherche. Les objectifs sont clairs, pourtant, tout ne se déroule pas comme prévu. Il manque les gros bras de la police haïtienne. L'heure de la rencontre, c'est 4h du matin. 4h, oui. Il y a une différence entre 4h du matin et 5h20. Oui, maintenant les films, on ne les voit pas du tout. Alors que ce sont des qui sont sur les points. Et ça nous met dans une position difficile. Démarrer l'opération à l'aube, c'était pas risqué. C'est risqué quand même. Le jour se lève lorsque toutes les unités sont enfin au complet. Il est 6 heures, l'opération est lancée. Mais à Cité Soleil, on est debout depuis longtemps. Et apparemment, la police est attendue. Allez, on traverse. Des barrages, des pneus en flammes et des bris de verre jonchent le grand boulevard. Yeah. Nous ne jouons pas la pile là, mais levez. On nous. Il faut attendre 20 minutes avant que le premier checkpoint soit en place. Tout le monde doit subir la fouille pour rentrer ou sortir du quartier. Ok. Bon, bien sûr. Bon, toi là, ta pièce d'identité? Non, j'en ai pas. Elle est chez moi, à Delma. À Delma? Delma. Pourquoi tu es ici? Dis-moi ce que tu fais là. Dis-moi ce que tu fais là. Ouais, j'ai juste dormi à Delma. Ouais, allez hop, mets-toi sur le côté. Il faut éviter à ce que les bandits s'échappent. On est en train de dépalper les hommes pour voir s'ils portent pas des armes à feu. C'est par groupe de 20 que les policiers et les casques bleus pénètrent dans les allées de tôles ondulées. Les informateurs du commissaire ont déjà signalé les maisons des membres des gangs. Ceux-là n'ont pas eu le temps de fuir, mais les plus malins sont déjà loin. Ouais. Écoute, les bandits traversent le ruisseau. Et il y aurait 2 chefs avec tous leurs hommes. Ailleurs, les perquisitions continuent, le doigt sur la gâchette. Ici, une femme est enfermée, des hommes armés pourraient la séquestrer. Fausse alerte. Tout est retourné, mais pas d'armes, pas de drogue. La dame avait juste perdu la clé. Une démonstration de force démesurée ce matin, mais c'est la stratégie du nombre, comme dissuasion. C'est dangereux en fait de se promener dans cette zone parce qu'il y a quand même pas mal d'armes à feu de plusieurs calibres. Donc c'est pour ça que quand on y vient en force et les coups de feu sont régulièrement tirés. De toute façon, on voit également au nombre de cadavres qui sont trouvés dans les rues aux alentours. Les fouilles et interrogatoires se déroulent sans résistance. Tu fais quoi pour vivre? Mais je vis du fer. Je vends du fer récupéré dans la rue. Et vous faites? Mais rentrez chez moi, j'ai rien à me reprocher. Durant ces ratissages, les policiers font face à l'omerta, alimentée par la peur. Non mais commandant, je peux rien vous dire sur les gangs. Moi j'habite là. Je peux pas vivre ailleurs. Les soldats n'en sauront pas plus. Durant ces 4 heures d'opération, aucune saisie de drogue ni d'armes à feu.
Visiblement, les gangs ont eu le temps de cacher les pièces à conviction. Sauf quand c'est un peu plus encombrant, comme cette moto, sans plaque, probablement volée et découverte chez cet homme. C'est sur ce genre d'engin que les braquages sont commis. L'homme va rejoindre le petit groupe de suspects. Ok. On va au commissariat avec un seul monsieur là, suspect de gang, bandit armé, association des malfaiteurs, il y a tout ça. Je vais vérifier dans la liste. La tenaille imaginée par le commandant Pierre-Louis pourrait avoir porté ses fruits. Tous sont conduits au commissariat de Cité-Soleil. Avant midi, ils sont déjà 22 interpellés. Parmi eux, beaucoup de petites mains dans cette guerre des gangs. T'habites où? À Soleil 19. Et toi, t'as quel âge? Tous ont moins de 25 ans. C'est en moyenne l'espérance de vie d'un gangster de Port-au-Prince. Un nouveau groupe arrive au commissariat. Tous sont suspectés de faire partie d'un des principaux gangs. C'est la meilleure nouvelle de la journée pour le commandant. Un chef se trouve parmi eux. C'est le deuxième chef gang. Tiga, que vous voyez là, c'est le deuxième chef du gang. Quel âge as-tu? 16 ans. 16 ans? C'est le deuxième chef. C'est lui qui est juste derrière Escar. Ouais, c'est moi, Tiga. Ouais, c'est un criminel. Il est très cruel. Très cruel. Bandit, deuxième chef. Ouais. Tiga a déjà fait de la prison pour enlèvement. Mais cette fois, il est soupçonné d'un meurtre ou bien d'en être le commanditaire. Des bandits notoires. Parmi les 35 appréhendés qui sont ici là. On a déjà identifié 16 parmi eux. On va faire appel à nos informateurs là, juste pour pouvoir identifier les auteurs qui sont ici présents. Tous les suspects vont être placés en garde à vue pour 48 heures, même si parmi eux, il peut y avoir des arrestations arbitraires. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je travaille pour l'État, dans les travaux publics. On part travailler, vous nous emprisonnez. Mais pour beaucoup, comme Tiga, cette garde à vue est la première étape avant la case prison. Retour à Sao Paulo, la mégapole brésilienne, en patrouille de nuit avec la police militaire. Le territoire du lieutenant Farina est immense, grand comme Paris. Les criminels ici à Sao Paulo sont différents de ceux de Rio. À Rio, le crime est territorial. Il domine une région, il s'y installe en y créant des quartiers généraux où les forces de sécurité ont du mal à entrer. Ici, à Sao Paulo, les criminels n'habitent pas tous dans les favelas. Mais c'est dans ces quartiers qu'il y a des risques, où il y a un grand flux de trafic de drogue. Plus la nuit avance, plus les risques sont grands. Quand on pénètre dans une zone à haut risque, notre stress est élevé. Pas de show à l'américaine. C'est discrètement et seulement accompagné de son adjoint que le lieutenant Farina s'enfonce dans les ruelles. Regarde les gars en train de courir là-bas. T'as vu les gars? Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains, viens ici, viens là, viens là. Jette-la. Jette ça.
Où est-ce que tu habites? Ne t'appuie pas au mur, là. Ne t'appuie pas au mur, les mains en arrière, écarte les jambes. J'habite la rue au-dessus, monsieur. Mon cul, oui. Qu'est-ce que t'es venu chercher ici? De la poudre? Non, j'allais... Dis la vérité, qu'est-ce que t'es venu chercher? De la poudre ou du crack? Je ne prends pas de crack, monsieur. Seulement de la poudre? Tu allais juste te faire une dose? Et tu as dit réel sur toi? J'en ai pas, monsieur. Lève ton t-shirt, lève ton t-shirt. Viens, viens, viens. T'habites où? Là-bas. Vas-y, vas-y. Tu peux remarquer que le mouvement ici est incessant. Il y a beaucoup de monde qui passe. Il y a des types qui disent qu'ils habitent ici, mais ils sont venus acheter. Mais comme notre présence a déjà été repérée par les dealers, du coup les types se sont probablement déjà cassés. Ils nous ont vus entrer au moment où on descendait les escaliers. Tu as déjà été arrêté? Oui, monsieur. Pourquoi? Vol à main armée. Combien de fois? Une seule fois. Viens par ici, recule un peu. Qu'est-ce que t'as volé? Une voiture. Quand? Quand? 2009. Tu as pris combien? Jusqu'en 2011. T'as tes papiers? Non. Il a été arrêté pour vol et il est allé dans une prison du PCC, enfin contrôlée par le PCC. Donc ici, c'est probablement une favela du PCC, parce que s'il est ici, c'est parce que c'est au PCC. Seul ce garçon fera l'objet d'une vérification d'identité. Le lieutenant espère en faire un indique. Les autres ne l'intéressent pas. Allez, cassez-vous tout le monde là. Allez, descendez, descendez. Allez, tout le monde là, on descend. C'est fini, conneries. La tournée continue. Il est 2 h du matin, l'heure où le trafic bat son plein à Sao Paulo. Ici, c'est une favela où il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup d'argent et beaucoup de drogue. Ça fonctionne 24 heures sur 24. C'est très dangereux. Dans la favela, on a constaté qu'il y a des gardes armés. Alors c'est important de faire très attention pour notre sécurité et celle des autres, pour minimiser les risques. Encore une fois, les policiers vont tenter de surprendre les trafiquants. Il faut être discret, rapide. Un travail de fourmi qui paye de temps en temps. Il a trouvé les doses, les siennes. Ils l'ont trouvé là, caché. Il y a de la cocaïne et du crack là-dedans. Ça, c'est pour emballer les doses de cocaïne. C'est par l'eau. C'est fermé, il fractionne. Ils se servent de ce toki pour communiquer entre eux depuis divers lieux. Alors quand les voitures de police entrent ici, dans la favela, ils se préviennent. Une voiture est entrée, tout ça. Tu remarqueras que la pile... Regarde, regarde, ils sont en train de discuter. Et ici, c'est la nourriture. Ils sont obligés de rester ici, toujours disponibles pour vendre la drogue. Ils ne peuvent pas partir d'ici, du coup, ils mangent sur place. La nourriture est chaude, elle vient d'arriver. Mais lui, c'est un consommateur, non? Non, il est dans le trafic, c'est un dealer. Ça doit faire dans les 500 € ici. Ils vendent ça en 1 heure maxi. Et puis ils renouvellent le stock. Ce point de vente, il fait circuler plus de 10 000 € par jour, voire beaucoup plus. Ça peut aller jusqu'à 16 500 € par jour. C'est un point de vente d'au moins 330 000 € par mois. Cette fois, tu vas morfler, mon gars. Ah bon? Mais je deal pas. T'es assis sur de la cam et tu viens me dire que la drogue était à côté de toi. Non, monsieur, j'ai rien à me reprocher. Pas la peine de faire le mariole. Je suis pas ta mère pour que tu me racontes des blagues. Monsieur, je suis employé. J'ai travaillé jusqu'à 5 h de l'après-midi. Je suis consommateur de marijuana. Je trafique que dalle.
Il n'est pas récidiviste, d'après ce qu'il dit. Parce qu'on va vérifier son identité pour voir s'il n'est pas en train de mentir. Et s'il n'a pas déjà un casier. Lui, c'est minimum 2 ans. Après vérification, le garçon rejoindra ses camarades dans une des prisons de l'État de Sao Paulo. Autre mégapole, Lagos, au Nigeria. Pour pénétrer à Makoko, le grand bidonville lacustre, il faut une escorte policière. Et nous avons rendez-vous sur ce pont. Bien sûr, il faut payer 200 $, 150 €, un mois de salaire pour ces policiers. En contrepartie, ils vont nous escorter, car ici c'est la loi du plus fort qui est en vigueur. Plusieurs centaines de milliers de personnes vivent dans cet ancien village de pêcheurs. À Lagos, il y a 42 bidonvilles comme celui-ci. On y trouve des Nigérians, bien sûr, mais aussi beaucoup d'Africains venus des pays voisins. Bonjour. Vous venez d'où? Je viens de Gambier. Le Bénin, le Bénin. Le Bénin? Oui. Comment ça, vous habitez ici depuis longtemps? Oh, oui, ma grand-sœur, elle habite ici depuis longtemps. Je suis venu rester avec elle. Elle m'a indiqué de venir rester avec elle pour voir comment les choses se passent. Accompagné de nos anges gardiens, Florent va tenter de nous faire découvrir Makoko. On va chez le roi pour lui demander la permission pour pouvoir rentrer dans son pays et aller visiter. Ici, c'est le village de Makoko. C'est chez lui. À peine quelques mètres, et Florent est interpellé par des guetteurs. Yo, Spirena. Viens là. Viens, on te dit. Florent, le béninois, va tenter de s'expliquer avec les guetteurs qui surveillent le quartier. Il va leur dire qu'il est notre guide et que nous sommes avec la police. Qu'est-ce que tu caches? C'est notre guide. Il parle français. On est avec la police. Pas de problème, mais il faut demander l'autorisation avant de rentrer comme ça. On fait pas ce qu'on veut ici. Et l'autorisation, il faut la demander au roi. C'est sa maison. Bon, on va lui faire signe. Tout passe par lui ici? Oui, il faut lui donner l'autorisation d'aller, c'est lui. Parce qu'il est de Makoko, il est le roi de Makoko. C'est ma carte. Je travaille avec les journalistes français. On vient voir votre royaume. Au nom de ma communauté, soyez les bienvenus. Personne ne se soucie réellement de Makoko. Pourtant, nous formons une vraie communauté. Nous sommes chez nous ici. Les autorités de Lagos ont prévu de détruire ces cabanes pour construire une marina. Mais ça attendra. Vous voyez ces bâtiments que nous voyons autour de nous, ce sont des bâtiments qui ont été loués. Vous voyez? Tous ces taudis sont loués aux plus pauvres par des propriétaires sans scrupules. C'est quand il y a la pluie, on met les plastiques pour que l'eau coule dedans. Comme on n'a pas beaucoup de l'eau autour de nous, c'est pourquoi quand il y a la pluie, on met les plastiques là, l'eau coule dedans. C'est cette eau-là qu'on va prendre un peu pour pouvoir laver nos tenues, pour pouvoir faire les travaux domestiques. Mais pour boire, on va au pompe pour prendre de l'eau. À Makoko, la pluie est une bénédiction. Tout comme la lagune où les habitants pêchent le poisson, unique moyen de subsistance ici. Ce poisson même se trouve au Bénin, dans l'Afrique. C'est un poisson qui est partout. Et ça... Il est pêché juste à l'extérieur? Oui. On va aller sur l'eau. D'où vient le poisson? Ce poisson est pêché à la sortie du bidonville, sous les piles du pont, au milieu des ordures et des égouts. Ici, elle prépare, elle fait le poisson, et après elle met ça sur le grillage. Et après ça, elle va au marché. Ce poisson, c'est un poisson qui donne le vitamine. Plus on s'enfonce dans le dédale des baraques, plus l'odeur est nauséabonde. Voilà, ici c'était de l'eau. Donc on versait les tas d'ordures
Et ça doit nous permettre de trouver un peu la terre ainsi de suite. C'est-à-dire la terre, c'est de l'ordure? Oui, c'est de l'eau. Comme ça. C'est avec les ordures qu'on fait la terre? Oui. Ici, c'est la toilette de la population, de ceux qui sont entourés de nous ici. Si pour aller aux toilettes, pour aller chier caca, c'est ici. Pour se laver, c'est ici. Aucune hygiène, aucun médecin. Chacun doit se débrouiller dans ce cloaque. Il a des maladies dedans, mais on ne peut pas refuser. Comment on peut faire? Donc, petit à petit, on va aller dans l'eau pour aller chercher du sable, pour aller venir installer et ça serait solide. La dame qui parlait, qui faisait des poissons, c'est chez elle. La voilà, elle venait. C'est chez elle, ça. C'est comme ça. Elle dort dedans. Voici son enfant. Une seule pièce insalubre pour toute la famille. Venez voir. Voilà, c'est ça qu'on mange. De l'eau avec des carcasses de crabes. Ce sont des jumeaux. J'ai 11 enfants. Il faut que l'État nous aide. Il n'y a pas de travail et je n'ai rien à manger. Vous voyez ma maison. Viens ici. Viens. Personne ne m'aide. Et mon mari est mort. Et vos enfants, ils vont pas à l'école? Non. Je m'en dis. Je demande de l'aide aux gens. Je leur dis que mon mari est mort. Il y en a qui me donnent de l'argent pour manger. Ce matin, j'ai eu 5 centimes d'euros. De quoi faire cette soupe. Tout semble paisible à Makoko, tout simplement parce que les nouveaux arrivants doivent se soumettre. Seule solution pour survivre. Nigeria, c'est un pays qui est très dangereux. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le sang qui est dans leur corps, ils pensent qu'on n'est pas des hommes comme eux. Ils nous tuent comme les animaux, ils se battent comme des animaux. Mais ici, non, même si tu es l'Africain, tu sors, même, on te cogne même par excuse. Ça nous rend que même les vendeuses, ils versent le poisson par terre, ils ne peuvent pas parler. Quand tu parles, on va encore te frapper. Parce que c'est chez eux. Tu es venu chercher de l'argent. Avec ça, nous, on ne peut pas vivre. Pour l'instant, Florent n'a pas le choix. Il doit aider sa famille, rester au pays. Ici, c'est chez moi-même. C'est ici que je dors. En grand soleil à côté. Voilà l'installation que vous pouvez visiter à l'intérieur. Voilà là où je dors, voilà, c'est ici que je m'installe. Autour, c'est très sale, mais ici, à l'intérieur, c'est très propre. C'est pas propre. C'est moi qui ai un peu de tapis pour voir la propriété. Je suis l'homme qui a un peu la propriété, c'est pourquoi. Donc j'ai cotisé de l'argent pour avoir tout ça là. Pour des cartons que j'ai mis au bois pour éviter la chaleur. Durer, si la maison est déjà beaucoup durée, la pluie rentre dedans. Par exemple, elle est rentrée là? Oui, elle est rentrée, voilà de l'eau passée. Par la fenêtre qui est un peu fendue, la pluie est rentrée. On voit de l'eau couler déjà rentrée dans ma chambre. Parce que c'est pas facile. Pour avoir la facile, il faut d'abord avoir de l'argent pour bien construire d'abord. Et les conditions, c'est difficile ici? Mais c'est difficile pour trouver de l'argent. À moins que tu travailles dans l'État, là ça va mieux pour toi. Maintenant je suis du Bénin. Si ça ne va pas, je vais retourner là-bas. Pour sortir, c'est les photos qui me permettent de regarder quand je suis en souci de ma famille. Vous voyez? Donc, voilà mes documents que j'avais utilisés au moment que j'étais sur les bancs. Voilà les photos de la famille. Donc, voilà la famille avec mon papa. On a fait la photo comme un souvenir. Tout ça, c'est pour se rappeler du pays? Oui. C'est les souvenirs que j'ai gardés pour arriver dans l'autre pays. Pour que je trouve la paix aussi autour de moi. Makoko, c'est la face cachée de Lagos, son côté sombre.
los unos a los otros. À Kaboul, bien des enfants travaillent déjà comme des adultes. Chaque matin, Voisy-Voilà se lève à l'aube. Il a 10 ans. Mais quand il sort de chez lui, ce n'est pas pour aller à l'école. Hé, ça coûte combien le sac de patates? Tous les matins, tu vas au marché? Oui. Aussitôt? Oui. À quelle heure tu pars de chez toi? À 7 heures. Voisy-Voilà se rend au marché. Pas pour acheter, mais pour vendre. Dans Kaboul, il y a des centaines de marchés. Il faut nourrir des millions d'habitants. Avoir un bon emplacement se paye cher. Mafia locale et policiers se partagent le gâteau. Et Voisy-Voilà n'y peut rien. La police locale ne nous laisse pas travailler. Et même la police criminelle nous embête. Elle renverse nos brouettes. Il y a beaucoup de garçons qui travaillent comme toi pour aider leur famille? Oui, certains font la manche. Il y en a qui vendent des objets et d'autres des sacs en plastique. On fait tous ça. On aimerait bien aller à l'école, mais on est obligé de travailler. Tu vends quoi, toi? Moi, je vends des chewing-gums. T'en vends combien de paquets par jour? 2 à 3 par jour. Et toi, tu fais quoi? De la plomberie. Je suis élève plombier. Il te paye combien par jour, le plombier? 1,50 € par semaine. Tu gagnes combien avec ce que tu vends? T'as assez pour vivre? Oui, ça va à peu près. Je gagne 4-5 €. Et ça nourrit ta famille? Oui, oui, on vit tous avec cet argent. Voisy-Voilà n'a plus de papa. Alors c'est lui qui fait vivre toute sa famille. Pour les repas, avec ce qu'il gagne, souvent, il y a juste du thé et un peu de pain. Je suis obligée de travailler. Si je ne travaille pas, on n'aura pas à manger. Grâce à mon travail, on peut s'acheter du pain, c'est tout. Nous n'avons pas assez de bois pour cuisiner. Je fais difficilement à manger. Ça fait de la fumée. C'est difficile, que ce soit pour la nourriture ou pour les vêtements. On a besoin de plein de choses. Il y a des maladies. C'est ça notre problème. Ma fille va avoir 9 ans. Elle a 9 ans, mais regarde comme elle est petite. Elle grandit avec beaucoup de difficultés. On a beaucoup souffert avec elle. Alors c'est toi qui t'occupes de toute la famille? Oui, mon grand-père est vieux, c'est une barbe blanche. Ce pauvre a mal aux jambes. Il se lève avec difficulté. Nous sommes 6 dans la famille. Je travaille, mais l'argent que je gagne ne suffit pas. Ça veut dire que tu ne vas plus jamais à l'école? Non, il ne peut plus à cause de la pauvreté. On ne peut pas payer, alors il n'a pas le droit de passer les examens. Mon mari est mort. Comment peut-on faire? On est bien obligé. Je suis fière de lui. On n'a pas le choix. Ça me rend triste. J'en souffre. Seule la paix pourrait lui offrir un avenir meilleur. Quartier de Lat Krabang, à Bangkok. Yasmine est l'avant-dernière d'une famille de 18 enfants. Une famille nombreuse et apparemment épanouie, mais qui cultive une différence, la boxe. Yasmine et ses frères et sœurs sont des boxeurs professionnels, des enfants boxeurs. Les autres de mon âge vont à la madrasa ou restent à la maison sans rien faire. Moi, je préfère aller aux séances d'entraînement. Je m'y sens bien. 2 heures d'entraînement tous les matins, 3 heures tous les soirs, 10 kilomètres de course à pied, une centaine de pompes. Le quotidien de ces gamins ressemble à une vie de gladiateur. Bras tendus! Garde bien l'équilibre. C'est bien. Droite, descends un peu. 1, 2, 3, continue.
Baisse ta tête. Baisse ta tête. Baisse à fond, à fond, à fond. Coup de pied droit sur mon ventre. Droite. Droite. Lève les pieds et 2 coups à la fois. Droite. 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 C'est exactement la même chose pour les filles ou les garçons. Je leur inculque la boxe de la même manière. Après, ça dépend de chaque enfant. Mais elle veut continuer à boxer. Elle ne progresse pas aussi vite que je le souhaite. Mais au moins, elle continue. Mint, t'as pas besoin de te protéger. Direct, direct. Utilise tes poings. Il faut pas juste donner des coups de pied. Eh, plus tu grandis, moins tu obéis, toi. Tu me fais chier. Regarde, elle a pas peur de moi. Ici, à Latkrabang, la majorité des habitants sont musulmans. Parfois j'ai un peu peur, mais comme les enfants se préparent bien, il n'y a pas de souci. Toi, tu as déjà pris un KO, mais qui d'autre parmi vous? Levez les mains. L'univers des enfants boxeurs, c'est l'entraînement la semaine et les combats le week-end. Ça m'a l'air abandonné ici. C'est tellement grand. Donc je vais faire rentrer la boxeuse avec mes enfants maintenant. Commence à faire le bandage pour ta petite sœur. Au début, c'était pour juste faire du sport. Et puis après, on est passé au combat, à la compétition. L'argent sert pour les frais scolaires, leur uniforme. Tu tapes, tu frappes, tu donnes des coups sans jamais t'arrêter, ok? C'est toi qui domines. Tu m'as défiguré? Non, ça va. Ne la serre pas trop. Donne beaucoup de coups de pied, devant, de côté. Bien stable sur tes 2 jambes. Bien stable sur tes 2 pieds, compris? Premier match entre Yasmine et Onfa. Tu fais gaffe, hein? Tu montes bien ta garde, tu penses bien à te protéger. Face à face, 2 fillettes de 6 ans. Les combats d'enfants sont interdits à Bangkok, mais l'événement de ce soir n'a rien de clandestin. L'amour de la boxe, les paris, le spectacle ont raison de la loi et de la protection des mineurs. Ces gamines s'exposent pourtant à des dommages corporels et cérébraux qui peuvent être irréversibles. Bouge, bouge, putain! Lance la jambe! Tape! Un coup de pied! Yasmine a gagné par KO technique au 2e round. Je pense qu'on ne gagnera pas plus de 10 €. Quand on considère le montant de l'argent, c'est pas du tout rentable. Mais l'enfant gagne beaucoup en expérience. Il rencontre des gens, il se fait des amis. Il y en a qui se concentrent sur les paris et l'argent, c'est vrai. Mais ça donne une mauvaise image de la boxe pour enfants. Applaudissez fort nos petits combattants. Droite contre droite, gauche contre gauche, coup de poing contre coup de poing.
Ils combattent comme deux cobras et je le sais, vous adorez ça. Le public thaïlandais est friand de combats d'enfants. Et plus ils sont violents, plus les enchères montent. Les paris sur ces combats sont beaucoup plus élevés que pour la boxe des adultes. Mais dans le milieu, on ne parle pas de ces choses-là. Vous êtes ici pour parier? Mais non, je ne suis pas là pour parier. J'observe, c'est tout. Pourtant, tous ces hommes au premier rang, autour du ring, sont des parieurs ou des bookmakers. Il était souvent brutalisé par ses camarades. Un jour, mon mari a dit, si on fait tout ça à sa place, notre enfant ne sera jamais un homme. Il faut qu'il sache se défendre. Et c'est comme ça que mon garçon a commencé le Muay Thai. Mais franchement, j'ai peur des blessures. Marseille, la capitale européenne de la culture, et la bonne mère qui veille sur la ville. Marseille, c'est aussi les quartiers nord et une guerre sans pitié entre 80 cités pour encaisser les millions d'euros du trafic de drogue. Aider les jeunes des quartiers nord, c'est un sacerdoce pour le centre social Saint-Gabriel. Bonsoir, serre-moi la main, bonsoir. 4 soirs par semaine, Jean-Charles organise le soutien scolaire pour 35 collégiens. Ouais, en fait, ils sont pas et on va les faire travailler là-bas. Ah ouais, d'accord. Alors, on va là-bas. Hein? Je peux le 6e. Allez, vas-y. Allez, allez. Jean-Charles travaille à Saint-Gabriel depuis 25 ans. Les animateurs sont bénévoles, ils sont étudiants en école de commerce. Avec des subventions de plus en plus faibles, Jean-Charles propose des ateliers vidéo et des cours de soutien. Des fois, il y a des leçons que je ne comprends pas trop. Je viens ici et les tuteurs, ils m'aident. Et voilà, et je comprends mieux ma leçon. Et pourquoi tu travailles mieux ici qu'à la maison? Parce qu'il y a des tuteurs qui nous aident à faire nos devoirs. On est dans un quartier où les gens ont très très peu de moyens. Élever des gamins dans des cités aussi difficiles que ça, c'est proche de l'héroïsme. Et ben ils suivent leurs enfants de près et ils veulent la réussite. Pour eux, l'école, c'est l'ascenseur social. Bien sûr, il y en a toujours qui s'en sortent pas, qui finissent délinquants toute leur vie, mais moi je dis que sur le quartier, 98% des jeunes, ils sont extraordinaires, ils ont des projets. Après, il y a 2% de délinquants. Les 2% de délinquants sur un confetti. Ces territoires, ils sont petits, ils sont très peuplés. Forcément, si on fait un rapport mathématique, on trouve beaucoup de délinquants. On trouve toujours les mêmes 20, 30 jeunes qui sont là, et bon, et qui commettent des actes. Nous, notre stratégie avec eux, c'est de garder une porte ouverte, quoi. On peut être là, voilà, on peut éventuellement te filer un coup de main. Après, le reste, c'est une affaire de police. La police, les règlements de compte, la drogue, les armes, c'est un sujet fréquent de discussion au collège. La violence, ces jeunes la vivent quotidiennement. C'est pas l'heure, qu'est-ce que là, on dirait en train de parler. Quand on dit qu'il y a de la violence à l'école dans les quartiers nord, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Ça dépend du collège. Ou des écoles, ou je sais pas. De partout, il y a de la violence, c'est pas que ici. C'est quoi toi qui fais de la violence? Je sais pas, c'est quand les gens ils se font frapper. Quand il y a des coups. Non, ça m'a même pas touché. Même pas, des fusillades. Comme ça là. C'est vrai? À fond vert, il y en a eu tarpin. Tais-toi, pourquoi tu dis fond vert? Mais parce que c'est vrai, on dirait que c'est chaud. Mais oui, c'est chaud. C'est quoi chaud? C'est chaud parce qu'il y a la drogue, il y a tout, hein. C'est voilà. Ah, il fait chaud là. Mais il n'y a pas de violence, ils se frappent comme ça, il y en a pas à fond vert, hein. Ouais. Non, c'est pas que je sors pour aller à l'école. Des fois, quand je sors, je ne suis pas en sécurité. J'ai peur, il y a des jeunes de partout, on n'a pas l'habitude, on n'est pas en sécurité. La mer, les Caraïbes, les vacances au soleil,
les plages de Guadeloupe sont magnifiques. Pointe-à-Pitre, la principale ville de l'île et sa marina devraient nous faire rêver. Et pourtant, cette ville a mauvaise réputation. Au collège Edmond Bambuc, Madame la principale et son adjointe ont mis en place une structure pour lutter contre l'illettrisme, le fléau guadeloupéen. On connaît un petit peu la particularité de la Guadeloupe dans ce domaine. Nous ne sommes pas surpris. Nous savons chaque année à peu près combien d'élèves nous allons recevoir dans cette situation. Cette année, on avait 5 non-lecteurs sur à peu près une vingtaine d'élèves qui ne maîtrisant pas correctement la lecture en arrivant en 6e. Nous avons fait des tests et nous les avons vite repérés et nous avons mis en place des projets. Ça leur a permis d'avancer et de progresser. Nous mettons tout en place dès la 6e pour pouvoir les accueillir. Et à la fin de 3e, ils passent le diplôme national du brevet et nous avons beaucoup de satisfaction de ce côté-là. Alors, je vais vous proposer un petit exercice sur ce. Près de 30% des élèves entrant en 6e ne savent pas utiliser correctement la langue française et 20% savent à peine lire. Joseph Bargas est là pour leur redonner le goût des études. Je vais vous aider à améliorer tout ça. Savoir lire, réussir ses études pour trouver un emploi. Sur l'île, trop de jeunes n'ont aucune qualification. 60% sont au chômage. Vous vous rendez compte? Quel personnage? Bacolo. Deux fois, nous rencontrons Bacolo. Si tu sais lire, tu peux avoir la moyenne dans toutes les matières. Alors que si tu as une difficulté de lire, tu as ton évaluation, une feuille, tu dois lire pour répondre aux questions. Et si tu as des difficultés de lire, tu ne peux pas répondre bien à ce qu'on t'a demandé. En primaire, il n'y avait pas assez d'explications pour nous. Comparé dans cette classe-là, il y a plus d'explications, on peut mieux comprendre les exercices. Au sol. Au sol? Oui, au sol. Pour intéresser ses élèves, plus habitués à la télévision et aux jeux électroniques, Madame Bargas a choisi le théâtre. Et ça marche. Alors, vous avez des émotions. Ils sont tous morts. C'est affreux. Qu'avons-nous fait aux esprits? Nous ne méritons pas cela. Regardez, Paille, Sama, ils sont ici. Il faudra rassembler les dépouilles. Dépouilles. Non, nous n'avons pas le temps. Il faut d'abord retrouver les enfants et les autres survivants, s'il y en a. Très bien. Mais nous devons continuer à chercher. Sinon, qu'allons-nous dire à Mbabou et Amélie? La consternation, la désespérance, c'est une famille humaine qui est déchiquetée. Je veux voir ça dans ton visage. C'est pas possible, ils sont tous morts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ils sont tous morts. Ce n'est pas possible, ils sont tous morts. Vous sentez qu'ils reprennent goût à la lecture? Oh oui. Il y a un monde entre les résultats des évaluations à l'entrée en 6e et maintenant. Au point de vue émotionnel, vous avez vu, les émotions ont joué le texte et à ce moment-là, on se dit, tiens, je suis capable. Donc les émotions sont libérées, leurs propres émotions sont libérées au cours de ces petites mises en scène. Et puis l'élève reprend confiance en lui, c'est l'estime de soi, c'est un travail, vraiment un travail de fourmi. Hein. Il ne s'agit pas de mettre l'élève devant un texte et on lit. Non, mais pourquoi je suis bloqué? Quels sont les blocages? Et puis c'est là qu'on libère le corps, on libère l'esprit et puis on apprend avec plaisir. Donc lire, c'est aussi lire pour se cultiver, lire pour s'instruire, apprendre, découvrir, être libre, mais ça passe par la lecture. Ils sont encore 60 000 illettrés en Guadeloupe, pour une population d'environ 400 000 habitants. Sans réel effort d'éducation de sa jeunesse, l'île risque de sombrer. À Port-au-Prince, les femmes sont souvent les plus touchées par la violence. 20% des crimes commis sont des viols. Un centre accueille certaines de ces femmes meurtries. Le lieu reste secret par crainte de représailles. Mango Lamercie le dirige. C'est une chef spirituelle de la religion vaudou.
Mais elle veille sur ces femmes, toutes croyances confondues. Bonjour. Bonjour. Et Jodia. Aujourd'hui, nous allons commencer à travailler avec la broderie. Il faut faire cela avec sérieux et avec discipline. Et les enfants, vous ferez des colliers, des bracelets. Quand les femmes sont en difficulté, elles sont accompagnées de leurs enfants. On ne peut pas laisser ces enfants-là inactifs au niveau du centre. Aujourd'hui, 17 femmes dont nous ne montrerons pas le visage par respect pour leur douleur vivent au centre. Le mois précédent, elles étaient plus de 40. Nous voulons faire comprendre à ces femmes victimes de viol qu'elles ne sont pas exclues de la société. C'est les accompagner pour les réintégrer dans la vie sociale. C'est donc leur apprendre un métier utile pour demain. Si elles sont victimes de viol, ça ne veut pas dire que la vie est finie. Au centre, tout le monde met la main à la pâte. En cuisine, on s'affaire déjà au menu du riz au lait de coco et quelques haricots. Cela fait 20 ans que Mango Lamercie travaille dans le social. Jamais elle n'aurait imaginé que les viols allaient autant augmenter après le séisme, conséquence de la promiscuité dans les camps ou dans les bidonvilles. Elle a ouvert le centre dans l'urgence il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est là pour durer. On a une capacité d'accueillir à peu près 22 femmes. On a pu héberger près de 52, 40, 42, 44. Ça varie à tout moment. Le centre compte 14 chambres, mais il va devoir s'agrandir en renforçant sa sécurité. Nous, on est obligés de placer ce centre d'hébergement un petit peu éloigné de la capitale. Si les agresseurs sortent spécialement dans la même communauté que les victimes, il faut que nous, au FAVA, lorsqu'on héberge ces victimes, qu'elles se sentent en sécurité. C'est la raison pour laquelle, vous voyez là, et c'est un guérite qui construit spécialement pour nous, jusqu'au coude. Juste dans le coude, nous. Mango sait qu'il faut les prendre en main, ces femmes blessées, les accompagner dans les moindres détails du quotidien. Ces femmes et leurs enfants restent 3 mois en moyenne pour se reconstruire. Ok, on s'assoit. Pour apprendre à vivre ensemble, à manger ensemble, c'est parce que là, ici, au niveau, dans ce centre d'hébergement, on est une famille. Chacun prie leur Dieu selon sa foi. Cela tient parfois de la méthode Coué, comme avec cette chanson, l'hymne du centre, écrit chaque jour au tableau. Tandis que les enfants chantent, dans la pièce d'à côté, les femmes parlent pour se libérer. Mergela est arrivée cette semaine. C'est son premier entretien avec la psychologue. Avec moi, sois à l'aise, ne te gêne pas, ok? Parle simplement avec franchise, ok? Je vois que tu as une cicatrice. Pourquoi? D'où ça vient? Ils m'ont blessée avec des tessons de bouteille. Est-ce que je peux vous montrer d'autres choses? Parce que j'ai été aussi frappée dans le dos. Ok. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont violée. 4 hommes chez moi. Je ne voulais pas. Ils m'ont blessée. Ils m'ont frappée pour que je me soumette et que je fasse tout ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, est-ce que ça va? Est-ce que tu as des troubles du comportement? Des troubles de comportement? Oui. Je ne suis plus comme avant. J'ai souvent des maux de tête. Je repense souvent au viol
Jamais ça n'aurait dû arriver. À l'issue de cette première rencontre, la psychologue perçoit un sentiment de culpabilité, comme souvent. C'est une femme qui est vraiment traumatisée parce que maintenant, elle souffre de l'insomnie. Il y a son cœur qui bat beaucoup plus que d'habitude. Après le séisme, il y a une augmentation des cas de violence sexuelle, conjugale, physique. Ce jour-là, la psychologue va mener 4 entretiens avec des femmes d'à peine 20 ans et toujours avec les mêmes mots d'apaisement. On est là pour t'entendre. Dis tout ce qui te passe par la tête. Si tu veux crier, si tu veux pleurer, laisse les larmes venir. C'est ça qui va t'aider. Tu vas te sentir mieux. Hein? Laisse aller. À Marseille aussi, les femmes sont victimes d'agressions. Wafa a même dû quitter la ville. C'est une chose qui devient banale, c'est les agressions. Là, aujourd'hui, j'ai mis une robe, mais bon, d'habitude, on essaie de se cacher, puisque c'est quand même... faut éviter de provoquer les personnes. Et vous avez été agressée ? J'ai été séquestrée, on va dire. C'était assez violent. J'en ai même pas parlé à ma famille tellement c'est banal sur Marseille. J'ai pris pas mal de coups. C'était un boxeur. Et pendant 6 mois, je n'ai pas pu bouger puisque j'avais des bleus de tout le côté. J'en parlais tout à l'heure, je parlais de création d'entreprise. Retour à Kaboul, où nous avons rendez-vous avec une femme qui ne peut plus sortir. Elle a été violée. Et en Afghanistan, c'est elle qui est montrée du doigt. J'étais étudiante en littérature. Mon violeur était étudiant. Lui aussi. Je lui plaisais. Il m'a invitée au restaurant. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans la nourriture, mais j'ai perdu connaissance. Finalement, 9 mois après, j'ai accouché. Quand mon bébé est né, je me demandais qu'est-ce que je fais maintenant. Jusqu'à quand je reste chez mon frère? Si mes parents l'apprennent, je réponds quoi? Aujourd'hui, mon violeur est parti avec le bébé. Croyez-moi, il a changé de numéro de téléphone et depuis, il ne m'a donné aucune nouvelle. Je le jure devant Dieu. Aucune statistique n'est disponible concernant les femmes victimes de viol. La règle, c'est le silence. Ma famille ne veut pas de moi. Parfois, j'habite chez mon père. On m'insulte, on me fait des remarques. J'ai 2 frères. Il arrive que j'aille aussi chez eux. Mais je ne suis pas heureuse. J'avais un travail. Mais mes frères m'ont empêché de continuer. Ils avaient peur que je déshonore encore la famille. Je suis obligée de rester à la maison. Mes frères me disent, si tu veux manger, occupe-toi de nos enfants et de nos femmes. Pourtant, rien n'est de ma faute. Je suis innocente. Le coupable est celui qui m'a violée. Quand une femme prend la parole, ici, personne ne l'écoute. Si c'était le cas, je ne serais pas dans cette situation jusqu'à aujourd'hui. Toutes les femmes qui ont été violées, personne ne les a entendues. De toute façon, j'aurais pu en parler à qui? Je suis désespérée. 600 femmes victimes de viol sont actuellement en prison en Afghanistan pour crimes moraux. Malgré tout, certains tentent de faire évoluer les choses. Ce soir, il y a un concert à Kaboul. Y aller est risqué. Les talibans ont interdit ce genre de manifestation. 1 mois plus tôt, ils ont attaqué une salle en province, faisant plusieurs morts. Vous avez des armes sur vous?
Ok, allez-y. Et pourtant, il y a du monde. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je compte 3, 2, 1, les mains en l'air. Allez, les mains en l'air. Levez les mains. Arezzo, la chanteuse, prend encore plus de risques. Elle se présente sur scène, visage découvert, les cheveux au vent, un sacrilège pour les talibans. Quand j'ai voulu reprendre ma carrière musicale après une très longue coupure, j'ai décidé de revenir en Afghanistan. Malheureusement, la situation n'est pas très bonne ici. Mais grâce à l'amour que j'ai pour mon peuple, j'ai voulu prendre des risques, revenir en Afghanistan afin de rendre service à mon peuple avec mon art, avec ma musique, pour pouvoir les rendre joyeux lors de mes concerts, qu'ils passent un bon moment en écoutant ma musique, ma voix. Je veux servir mes compatriotes, même si je perds la vie pour mon pays. Pour les Afghans, je veux bien faire ce sacrifice. Maintenant, je vais vous chanter une chanson dont je suis certaine que vous la connaissez tous. C'est la chanson Alaya. Je vous remercie. En Afghanistan, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les femmes. Moi, je veux, avec les jeunes de mon âge ayant vécu en Europe, en Amérique, en Australie, rendre service aux femmes en leur remontant le moral pour que l'Afghanistan se développe. Que chacune puisse accéder au bonheur, avancer dans la vie, quel que soit le domaine où elle travaille. Peu de femmes dans la salle, elles aussi prennent des risques. Je souhaite que les femmes afghanes puissent faire ce qu'elles aiment. Et je suis certaine qu'elles vont y arriver. Entre Amsterdam et l'Afghanistan, Arezzo rêve d'un avenir meilleur pour les femmes afghanes. Mais dans cette rue de Kaboul, ces fantômes recouverts de poussière n'ont plus de rêve. Veuves, violées, répudiées, réfugiées, elles n'ont que le choix de mendier pour survivre. Parfois, les automobilistes nous donnent 10 ou 20 centimes. Personne ne les regarde, ne les aide. Une mort lente dans l'indifférence générale. Ça fait 3 ans que je suis là. On vit sous une tente. En fait, on n'a pas de vie. On n'a pas de terrain, pas de logement. On vit sur le terrain des autres. Au milieu du désert, le cimetière de Chihuahua. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de Paola. Toute la famille est là. Il y a aussi ses amis, grosses voitures, musique à fond. Le jour où Paola a été exécutée, 10 autres personnes ont subi le même sort dans différents endroits de la ville. Mais à 16 ans, elle est la plus jeune de toutes ces victimes. Il n'y a pas de mots. Je ne sais pas comment ils ont pu s'acharner sur une fille innocente.
aussi gentille, pleine de vie, pleine de rêves. On vit une époque où les jeunes sont violents, des jeunes qui n'ont aucune conscience, des arrivistes. Le pire, c'est qu'il n'y a personne pour leur montrer le bon chemin, ni pour les écouter et les comprendre. Et pour un peu d'argent, ils préfèrent ôter une vie plutôt que travailler honnêtement. Ces 3 jeunes sont des tueurs à gages qui s'affichent en toute impunité. Ce sont aussi des amis de la famille. L'argent facile pour les uns, la misère pour les autres. La moitié de la population de Chihuahua vit sous le seuil de pauvreté, loin des beaux quartiers et des responsables politiques. Pardonne-moi pour ne pas avoir été une bonne mère, mon petit bébé. Il y a beaucoup de violence à Chihuahua. Énormément. Personne ne nous aide. Le gouvernement dépense de l'argent dans des choses inutiles et pas dans les choses dont les gens ont vraiment besoin. Les gens ont besoin d'aide et le gouvernement doit nous aider. Les amis de Paola ont promis de la venger. C'est une question de réputation, une manière de conserver la main sur leur quartier abandonné par la police. À Chihuahua, on n'a pas fini de danser sur les tombes.